Grüezi Leute. Aujourd'hui, Heidi, un des livres de la littérature suisse écrit par Johanna Spüri, va vous être conté par Florent Bonnet, lecteur du site littérature-audio.com. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chapitre 10. Une grand-maman. À juger d'après les préparatifs qui remplirent le jour suivant, il était aisé de voir que la personne attendue devait jouer un rôle important dans la maison, et qu'on tenait à lui témoigner le plus grand respect. Tinette s'était parée de son plus frais bonnet, et Sébastien avait rassemblé tous les tabourets de la maison pour que madame Sesemann en trouvât toujours un sous ses pieds partout où il lui plairait de s'asseoir. Mademoiselle Rottenmeier parcourait toutes les chambres, plus droite et plus raide que jamais, comme pour donner à entendre que si une nouvelle autorité allait arriver, elle n'était pas encore prête à céder la sienne. Enfin, on entendit la voiture devant la maison, et Tinette et Sébastien se précipitèrent au bas de l'escalier. Mademoiselle Rottenmeier les suivit avec lenteur et dignité, n'osant pourtant pas se dispenser d'aller au-devant de madame Sesemann. Heidi avait été envoyée à sa chambre avec l'ordre d'y rester, jusqu'à ce qu'on vînt l'appeler, car il était probable que madame Sesemann se rendrait d'abord auprès de Clara et désirerait la voir seule. Heidi s'assit donc dans un coin et tâcha de se souvenir comment elle devait appeler la grand-maman. Au bout de quelques instants, Tinette entr'ouvrit la porte et lui cria avec sa sécheresse accoutumée « Allez à la chambre d'études !» Heidi obéit aussitôt. Dès qu'elle entra, la grand-maman l'accueillit par un sourire amical en lui disant « Ah, voici notre petite. Viens vers moi que je te vois. » Heidi s'approcha et dit de sa voix claire « Bonjour, madame Conseil. »« Comment dis-tu » s'écria la grand-maman en riant. « Est-ce chez toi, sur la montagne, que tu as entendu ce nom ?»« Non, chez nous, personne ne s'appelle comme ça. » répondit Heidi, avec le plus grand sérieux. « Chez nous non plus, » continua madame Sesemann, en lui caressant la joue. « Laissons cela. Pour les enfants, je ne veux être que la grand-maman, et c'est ainsi que tu m'appelleras. Crois-tu que tu puisses retenir ce nom ?»« Oh oui !» s'écria Heidi. « Avant, je disais toujours comme ça. »« Ah ah, je comprends !» Et la grand-maman eut l'air très amusée. Puis elle examina attentivement Heidi, en faisant de temps en temps de petits signes de tête. La petite, de son côté, la regardait bien en face. Il y avait dans les yeux de la vieille dame quelque chose de si cordial que cela faisait du bien, rien que de la voir, et toute la personne de la grand-maman plaisait tant à Heidi qu'elle ne pouvait en détacher ses regards. Elle avait de beaux cheveux blancs recouverts d'un bonnet de dentelle, qui encadrait son visage. Mais ce qui plaisait tout particulièrement à Heidi, c'étaient les rubans du bonnet, qui flottaient des deux côtés de sa tête, comme si un continuel zéphyr soufflait autour d'elle. « Et comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda enfin la grand-maman. « Je m'appelle seulement Heidi, mais puisqu'il faut aussi que je m'appelle Adélaïde, je veux faire bien attention. » Ici elle s'arrêta. Mademoiselle Rottenmeier venait d'entrer dans la chambre, et la conscience de Heidi lui reprochait de n'avoir pas encore appris à répondre quand mademoiselle Rottenmeier l'appelait Adélaïde, parce qu'elle oubliait presque toujours que c'était maintenant son nom. « Madame Sesemann conviendra, » dit la dame, « que je devais choisir un nom qu'on pût prononcer, sans crainte de heurter les convenances, quand ce ne serait que pour les domestiques. »« Ma chère demoiselle Rottenmeier, » répondit madame Sesemann, « quand une enfant s'appelle Heidi et a l'habitude de s'entendre nommer ainsi, on l'appelle Heidi tout simplement. » Il n'y avait rien à répondre. La grand-maman avait ses idées à elle, contre lesquelles il aurait été inutile de s'élever. Elle savait aussi faire bon usage de ses 5 sens, que l'âge n'avait point du tout affaiblis. Et dès le premier instant de son arrivée, rien ne lui échappait de ce qui se passait dans la maison. Le lendemain, lorsque Clara s'étendit pour dormir à l'heure accoutumée, la grand-maman s'établit aussi à côté d'elle, dans un fauteuil, et ferma les yeux.
Mais ce ne fut pas pour longtemps. Au bout de 5 minutes, elle était déjà éveillée, et quittant doucement la chambre, elle passa à la salle à manger. Il n'y avait personne. « Elle dort », se dit-elle en se dirigeant vers la chambre de mademoiselle Rottenmeier. Elle frappa vigoureusement à la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit, et mademoiselle Rottenmeier recula tout effrayée à la vue de cette visite inattendue. « Où l'enfant se tient-elle d'habitude, à cette heure-ci? Et que fait-elle? J'aimerais savoir, » demanda madame Sesemann. « Elle est dans sa chambre, où elle pourrait s'occuper utilement, si elle avait le moindre instinct d'activité. Mais vous devriez savoir, madame, toutes les sottises qu'elle peut inventer et mettre à exécution. Des choses qu'on ne pourrait presque pas raconter en bonne société. Je ne manquerais pas d'en faire autant moi-même, si je devais rester enfermé dans une chambre comme cet enfant. Vous pouvez m'en croire, mademoiselle Rottenmeier. Et vous verriez alors si vous pourriez raconter mes sottises en bonne société. Allez vite chercher cette petite, et amenez-la dans ma chambre. Je veux lui donner quelques jolis livres que j'ai apportés. » « Voilà justement le malheur, » s'écria mademoiselle Rottenmeier en joignant les mains. « Que fera-t-elle de livres, puisque jusqu'à présent elle n'a pas encore pu apprendre l'ABC? Il n'y a pas moyen de lui faire comprendre la moindre de choses. » Monsieur le candidat pourrait vous en dire long là-dessus. Si cet homme si capable n'avait pas une patience d'ange, il y a longtemps qu'il aurait renoncé à ses leçons. Vraiment, cela m'étonne. La petite n'a pas l'air d'une enfant à qui on ne puisse pas faire comprendre l'ABC, remarqua madame Sesemann. Maintenant, veuillez monter la chercher. Pour cette fois, elle pourra regarder les images dans les livres. Mademoiselle Rottenmeier aurait voulu ajouter quelques observations, mais madame Sesemann lui avait déjà tourné le dos et se dirigeait à grands pas vers sa chambre. Elle ne revenait pas de son étonnement à la nouvelle de l'intelligence bornée dont Heidi faisait preuve, et elle décida d'examiner la chose de près, sans toutefois s'adresser à monsieur le candidat, qu'elle estimait cependant et saluait toujours très aimablement. Mais elle craignait un peu sa manière de s'exprimer, et évitait si possible de se laisser entortiller dans une conversation avec lui. Heidi parut bientôt, et ouvrit de grands yeux à la vue de beaux livres pleins d'images coloriées que madame Sesemann avait apportés. Soudain, elle poussa un cri. La grand-maman venait de tourner un feuillet, et les regards de Heidi demeurèrent fixés sur la nouvelle image avec une expression ardente. Puis, tout à coup, les larmes lui montèrent aux yeux, et elle éclata en pleurs. La grand-maman regarda la gravure. Elle représentait une belle prairie verte, où paissaient toutes sortes d'animaux. Quelques-uns broutaient des buissons, au milieu se tenait le berger, appuyé sur un long bâton, et regardant son joyeux troupeau. Le tout paraissait baigné d'une vapeur d'or, et on voyait que le soleil venait de disparaître à l'horizon. La grand-maman prit une main de Heidi dans les siennes. « Allons, mon enfant, » lui dit-elle affectueusement, « ne pleure pas, ne pleure pas. Cette image t'a sans doute rappelé quelque chose. Mais écoute, il y a une belle histoire qui va avec cette gravure, et je te la raconterai ce soir. Dans ce même livre, il y a beaucoup d'autres belles histoires qu'on peut lire et raconter ensuite. Voyons, nous avons encore à parler de quelque chose ensemble. Sèche vite tes larmes. Et maintenant mets-toi là, devant moi, que je puisse bien te voir. C'est bien. Maintenant tu vas reprendre ta gaieté. » Mais un grand moment s'écoula encore avant que Heidi pût s'arrêter de sangloter. La grand-maman lui laissa tout le temps de se remettre et répétait de son ton le plus encourageant. « Maintenant c'est passé. Nous voici consolés. » Quand elle eut réussi à calmer l'enfant, elle lui dit « Viens me raconter quelque chose, ma petite. Comment vont les leçons avec monsieur le candidat? Te donnes-tu bien la peine et apprends-tu quelque chose? » « Oh non, » répondit Heidi avec un soupir. « Mais je savais bien qu'on ne peut pas l'apprendre. »« Qu'on ne peut pas apprendre quoi, Heidi? Que veux-tu dire? »« On ne peut pas apprendre à lire, c'est trop difficile. »« Ah vraiment? C'est du nouveau. Et d'où tiens-tu cela? »« C'est Pierre qui me l'a dit, et il le sait bien, lui. Il faut toujours qu'il recommence à apprendre. Il ne pourra jamais, c'est trop difficile. » Voilà un drôle de Pierre. Mais vois-tu, Heidi, il ne faut pas croire ainsi tout ce que ton Pierre ou d'autres te disent. Il faut d'abord essayer toi-même. Je suis bien sûr que tu n'as pas écouté monsieur le candidat
avec toute ton attention, est que tu n'as pas bien regardé les lettres. Cela ne sert à rien, répéta Heidi, avec une expression de complète résignation à une ordre de choses immuables. Heidi, reprit la grand-maman, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'as pas encore appris à lire, c'est parce que tu as cru ce que te disait ton Pierre. Mais maintenant c'est moi qu'il faut croire, et je t'assure que tu peux apprendre à lire en très peu de temps, comme la plupart des autres enfants qui sont faits comme toi, et non pas comme ce Pierre. Et sais-tu ce qui arrivera lorsque tu sauras lire? Tu as vu cette belle prairie verte avec le berger? Eh bien, dès que tu auras appris à lire, je te donnerai le livre, et tu y trouveras toute l'histoire du berger, ce qu'il fait avec ses brebis et ses chèvres, et toutes les choses extraordinaires qui lui arrivent, comme si c'était quelqu'un qui te le racontait. Je suis sûr que tu aimerais bien savoir tout cela, n'est-ce pas? Heidi avait écouté avec la plus grande attention, et les yeux brillants, elle s'écria avec un profond soupir. « Oh, si seulement je pouvais déjà lire. Cela viendra, sois tranquille. Et je vois bien que ce ne sera pas long. Maintenant, allons voir ce que devient Clara. Nous lui porterons les beaux livres. » La grand-maman prit Heidi par la main et l'emmena à la salle d'études. Depuis le jour où Heidi avait essayé de partir, et où mademoiselle Rottenmeier l'avait si fort grondée, en lui disant combien c'était ingrat de sa part de songer à s'enfuir, et quel bonheur c'était pour elle que M. Sesemann n'en eût rien su, un grand changement s'était opéré dans l'enfant. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas retourner à la maison quand elle le voudrait, comme la cousine le lui avait dit, mais qu'il faudrait rester à Francfort bien longtemps encore, peut-être pour toujours. Elle avait aussi compris que M. Sesemann la trouverait très ingrate si elle demandait à s'en aller, et que Clara et la grand-maman penseraient sans doute aussi la même chose. Aussi s'était-elle promis de ne dire à personne combien elle aimerait retourner à la maison, car elle n'aurait pas voulu que la grand-maman, qui était si bonne, se fâchât contre elle, comme mademoiselle Rottenmeier. Mais alors, le poids qui pesait sur son corps devint toujours plus lourd. Elle ne mangeait presque plus, et devenait de jour en jour plus pâle. Le soir, il lui arrivait souvent de ne pas pouvoir s'endormir, car dès qu'elle était seule dans sa chambre et que le silence régnait autour d'elle, elle voyait passer devant ses yeux, comme une image vivante, l'Alpe illuminée par les rayons du soleil et couverte de fleurs. Si elle parvenait enfin à s'endormir, elle voyait en rêve les hauts rochers du Falknis et la neige resplendissante du Casaplana. Et le matin, lorsqu'elle se réveillait, toute joyeuse et prête à bondir hors du chalet, tout à coup, elle se trouvait dans son grand lit à Francfort, bien bien loin de l'Alpe et de la maison. Alors Heidi cachait sa tête dans son oreiller et pleurait longtemps, mais tout bas, de peur qu'on ne l'entendît. La tristesse de Heidi n'échappa point à la grand-maman. Elle laissa passer quelques jours pour voir si l'enfant ne perdrait pas peu à peu son air abattu. Mais comme il ne se fit aucun changement, et que presque tous les matins elle pouvait voir que Heidi avait de nouveau pleuré, elle l'appela un jour dans sa chambre, la fit mettre devant elle, et lui demanda avec beaucoup de bonté. « Maintenant, dis-moi ce que tu as, Heidi. As-tu peut-être un chagrin ?» Mais Heidi craignait de paraître ingrate à cette bonne grand-maman, et de la fâcher contre elle. Aussi répondit-elle tristement. « Je ne peux pas le dire. » « Non. Et à Clara, peux-tu le dire ?»« Oh non, à personne !» s'écria-t-elle d'un air si malheureux que la grand-maman en eut pitié. « Écoute-moi bien, ma petite, » reprit-elle. « Je veux te dire quelque chose. Quand on a un chagrin qu'on ne peut confier à personne, on le raconte au bon Dieu qui est dans le ciel, et on lui demande son secours, car c'est lui seul qui peut nous aider dans toutes nos difficultés. Tu me comprends bien, n'est-ce pas ? Penses-tu bien chaque soir à remercier le bon Dieu de tout ce qu'il te donne, et à lui demander qu'il te préserve du mal? Oh non, jamais je ne le fais. N'as-tu jamais prié, Heidi? Ne sais-tu pas ce que c'est? J'ai prié autrefois, avec la première grand-mère, mais il y a longtemps, et j'ai oublié à présent. Vois-tu, Heidi, c'est pour cela que tu es si triste, parce que tu n'as personne qui puisse t'aider. Réfléchis un peu, comme cela doit faire du bien quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur
et nous tourmente toujours, de pouvoir aller tout de suite dire tout au bon Dieu, et le prier de nous aider quand personne d'autre ne le peut, car il le fait si nous le lui demandons, et il nous rend de nouveau heureux. » Un éclair de joie brilla dans les yeux de l'enfant. « Est-ce qu'on peut tout lui dire ?»« Oui, Heidi, tout. » Elle retira sa main de celle de la grand-maman en disant « Est-ce que je peux m'en aller ?»« Certainement, certainement, répondit la grand-maman. Et sans attendre davantage, Heidi s'éloigna en courant et monta à sa chambre. Là, elle s'assit sur son petit tabouret et, joignant les mains, elle raconta au bon Dieu tout ce qu'elle avait dans le cœur, tout ce qui la rendait malheureuse, et lui demanda avec instance de venir à son secours et de la faire bientôt retourner à la maison vers le grand-père. Une semaine à peu près s'était écoulée depuis ce jour, lorsque monsieur le candidat demanda à être admis auprès de madame Sesemann pour l'entretenir d'une affaire très singulière. Madame Sesemann le fit appeler et lui tendit amicalement la main quand il entra. « Mon cher monsieur, soyez le bienvenu. Asseyez-vous ici près de moi. » Elle avança un fauteuil. « Et dites-moi ce qui vous amène. Rien de mauvais, j'espère, pas de plainte. »« Au contraire, madame, » commença monsieur le candidat, « il s'est passé une chose à laquelle je n'étais plus en droit de m'attendre, et qui surprendrait quiconque serait au fait des circonstances antérieures. Car il faut convenir que, selon toute prévision, c'était une complète impossibilité, et pourtant c'est arrivé, et de la manière la plus merveilleuse, précisément le contraire de tout ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce que par hasard Heidi aurait appris à lire, monsieur le candidat ? Interrompit madame Sesemann. Le maître la regarda, muet d'étonnement. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, dit-il. Enfin, non seulement qu'après toutes mes explications détaillées et la peine extraordinaire que je me suis donnée, la jeune personne n'ait pas pu apprendre l'ABC, mais surtout qu'elle l'ait maintenant appris en si peu de temps, juste au moment où je venais de me décider à renoncer aux explications raisonnées pour présenter à la jeune personne les lettres dans toute leur simplicité. Elle a appris à lire, pour ainsi dire, du jour au lendemain, et avec une correction qu'on rencontre rarement chez les commençants. Mais ce qui me paraît tout aussi remarquable, madame, c'est que vous ayez tout de suite envisagé comme probable un fait dont la réalisation semblait si éloignée. « Il se passe bien des choses extraordinaires dans la vie, » répondit madame Sesemann en souriant d'un air satisfait. « Il y a aussi quelquefois d'heureuses coïncidences. La rencontre de deux faits, tels qu'un nouveau zèle chez l'écolière et une nouvelle méthode chez le maître, et l'un et l'autre ont du bon, monsieur le candidat. Maintenant, nous pouvons nous réjouir des progrès de l'enfant, et espérer qu'ils continueront. » En disant ces mots, elle accompagna monsieur le candidat jusqu'à la porte, et se hâta ensuite de se rendre à la salle d'études pour s'assurer par elle-même de la bonne nouvelle. En effet, Heidi était établie à côté de Clara, et lui lisait une histoire. Elle était elle-même visiblement surprise, et semblait pénétrer avec un intérêt croissant dans ce monde nouveau qui s'ouvrait devant elle, maintenant que les lettres noires se transformaient à mesure en objets et en personnages vivants et devenaient des histoires palpitantes. Le soir même, en se mettant à table, Heidi trouva sur son assiette le grand livre avec les belles images. Elle leva vers la grand-maman un regard interrogateur, et celle-ci lui répondit avec un signe de tête amical. « Oui, oui, il est à toi. »« Pour toujours ? Même quand je retournerai à la maison ?» demanda-t-elle, rouge de plaisir. « Oui, certainement pour toujours. Demain, nous commencerons à le lire. »« Mais tu ne retourneras pas encore à la maison, pas avant bien des années !» s'écria à son tour Clara. « Il faut que tu restes vers moi, pour que je ne sois pas toute seule quand grand-maman partira. » Lorsque Heidi fut dans sa chambre, elle examina encore longuement son beau livre avant de se coucher. Et, à partir de ce jour, sa plus chère occupation fut de s'asseoir et de lire et relire sans cesse les histoires qui accompagnaient les belles images coloriées. Elle était toute heureuse, le soir, lorsque la grand-maman disait « Heidi va nous lire quelque chose », car elle lisait maintenant couramment, et la lecture à haute voix lui faisait paraître les histoires encore plus belles,
et plus facile à comprendre. Et puis, la grand-maman expliquait toutes sortes de choses, et racontait plus encore qu'il n'y avait dans le livre. L'histoire que Heidi préférait à toutes les autres était celle où l'on voyait la belle prairie verte avec le berger au milieu du troupeau, appuyé sur son bâton et ayant l'air heureux et satisfait, car il gardait alors le beau troupeau de son père et menait au pâturage les petits agneaux et les chèvres parce que c'était son bon plaisir. Mais ensuite venait une autre image, où on le voyait, après qu'il s'était enfui de la maison paternelle. Il était à l'étranger, chez un maître, où il devait garder des cochons, et il était devenu tout maigre, parce qu'il n'avait à manger que des fruits sauvages. Sur cette image, le soleil avait l'air moins brillant, tout le paysage était gris et nébuleux. Mais il en venait une troisième, c'était celle où le vieux père sort de sa maison et court, les bras tendus, à la rencontre du fils qu'il voit venir de loin, amaigri et tout honteux, dans ses habits déchirés. C'était l'histoire favorite de Heidi. Elle la relisait toujours à haute voix ou tout bas, et ne se lassait jamais d'écouter les explications que la grand-maman y ajoutait toujours. Mais il y avait encore beaucoup d'autres belles histoires dans le livre, et avec chacune, il y avait de nouvelles gravures à regarder, si bien que les jours s'envolèrent très vite, et qu'on vit bientôt s'approcher le moment fixé par la grand-maman pour son départ.